Juste un petit pan, une toute petite introduction rapide, un peu historique sur l'école. Puis ensuite, je vous présenterai qui sont ces trois personnages qui sont assis. Et puis ensuite, on leur donnera la parole. Créée en 1874-1875, les dates un peu divergent. L'école s'appelait à l'époque la Kaiserliche Technische Schule, une école impériale, quand l'Alsace était allemande. Elle décerne pour la première fois un diplôme d'architecture à un architecte en 1907. Pourvue d'une section architecture, elle devient en 1919 l'École nationale technique de Strasbourg, l'ENTS, puis successivement l'École nationale d'ingénieurs de Strasbourg, l'ENIS, et l'École nationale supérieure des arts et industries, l'ENSIS, qui voit apparaître le département et la spécialité architecture en 1966. Et puis, depuis 2003, ça fait 20 ans, et on fête les 20 ans cette année, l'école rejoint le groupe INSA, et à partir de ce moment, elle diplôme des architectes qui sont à la fois des architectes et des ingénieurs. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos murs trois personnalités, trois architectes, trois anciens de l'école, trois voix qui ont œuvré pour la destinée de cette école si singulière. Alors, je vais vous les présenter. Je suis obligé de lire mes notes parce qu'il y a beaucoup de précisions. Alors, nous avons Jacques de Coville, qui est au milieu de la tablée. Et qui est normand, devenu alsacien, qui est entré en prépa en 1955, et à l'ENIS, donc elle s'appelait l'ENIS, en 1956. L'école était rue Schorr, un petit peu plus loin, dans le quartier allemand, et elle est devenue depuis une école, un lycée technique René Cassin. Il est architecte diplômé donc de l'ENIS en 1960, il a été professeur adjoint en 1964, puis prof ENSAM en 1974. Il a exercé 15 ans en libéral avant d'être coordonnateur de la section architecture, ça s'appelait section à une époque, puis directeur du département lorsqu'il a été créé. Il a contribué à la formation d'environ 1000 architectes et à la naissance de 4 enfants. C'est sa formule. À côté de lui, nous avons Pierre Donadieu, à gauche. Il est entré à l'ENIS en 1965. Il est sorti de l'ENSIS en 1969. Il a une activité professionnelle pendant 20 ans, de 70 à fin 89, et a enseigné à l'ENSIS de 81 à 2008, en commençant comme vacataire et finissant comme prof ENSAM. Il a été responsable de la dernière année du cursus de 89 à 98, responsable de la première année de 99 à 2008. Il a enseigné la théorie de l'architecture, l'histoire de l'architecture contemporaine, l'histoire du logement et naturellement le projet. Il a également enseigné à l'autre école. Il va falloir faire le gymnaste, monter sur les tables, Franck, sans les traverser. Donc il a enseigné, je le disais, à l'autre école de Strasbourg en 69-70, puis comme vacataire à la fin des années 80 et au milieu des années 90. Il a enseigné la critique architecturale à l'école doctorale de Tunis durant 3 ans. Il a participé aux soutenances des diplômes des écoles d'archi françaises à Strasbourg, Grenoble, Rouen, Paris-la-Villette et dans les écoles de Budapest et de Tunis. Il a participé au repyramidage des professeurs de l'école de Montpellier et on va vous expliquer ce que ça veut dire. Et enfin, Louis Picon, qui est rentré à l'ENSIS en tant qu'étudiant en 1981 et est sorti diplômé de l'ENSIS en 1985. Il a commencé par être directeur de PFE en 89, 90 et 90, 91, puis a enseigné en tant que vacataire en 91, puis contractuel de 99 à 2003,
puis PAST de 2003 à 2021. Il a été directeur du département de 2005 à 2008, puis de 2014 à 2020. Il quitte l'INSA fin septembre 2021. Donc un certain nombre d'entre vous le connaissent. À eux trois, quand on calcule un petit peu tous ces chiffres, ils couvrent une période de 60 ans, de 64 à 2021, à peu près. Nous les avons invités pour échanger autour des trois thématiques: l'école, la classe, la pédagogie. La parole vous est donnée. Alors c'est une idée un peu... Ah, il faut appuyer, ça marche comme ça. Oui. C'est une idée un peu farfelue de venir parler de cette position après être parti depuis longtemps. Mais peut-être qu'on a un certain nombre de précisions à vous donner qui peuvent peut-être vous intéresser, de savoir d'où vient cette école. Alors je voudrais revenir sur deux spécificités qui ont été partiellement évoquées. Notre école a été créée pendant la période allemande et dès le début, donc 1874, les Allemands ont éprouvé le besoin de créer une école, on va dire, de techniciens pour aménager le territoire. La première spécialité, c'était l'assainissement. Puis rapidement, des bâtiments, peut-être des bâtiments agricoles, puis des bâtiments plus importants. Et en tout cas, pendant tout le temps, notre école est restée une école dans laquelle il y avait des techniciens ou des ingénieurs et des architectes. On a dit premier diplôme en 1907. Bon, il faudrait vérifier, ça c'est un peu une histoire. Mais en tout cas, il y a eu la création d'une section bâtiment en 1886. Et puis ensuite, petit à petit, l'école s'est transformée. Et voilà, on a formé des architectes. La deuxième particularité dont je veux parler, c'est les ingénieurs et les architectes. Il faut savoir que c'est au cœur des enjeux de la construction ou de l'aménagement, là aussi, au XIXe siècle. Rapidement, les beaux-arts contre les ingénieurs, enfin contre ou avec. En tout cas, la formation des architectes se fait au XIXe siècle aux beaux-arts, d'abord uniquement à Paris, puis plus tard dans les régions. Et puis, un certain nombre d'architectes souhaitent utiliser les nouvelles techniques et il y a une opposition sur la technique et l'esthétique. Et donc, il y a la création d'une école aussi particulière, qui est l'école centrale d'architecture, qui deviendra ensuite l'école spéciale d'architecture. Troisième formation des architectes en France. Et donc là, c'est plus technique, la volonté d'introduire de la technique, des matériaux. Alors, l'opposition entre les deux aspects, on pourrait la caractériser un peu rapidement par les gares, les grandes gares parisiennes. Des palais devant, néo-florentins ou néo que sais-je, et puis derrière, les grandes verrières, nécessaires à cause de la fumée à vapeur, mais de la technique, du métal, de la fonte, du verre. Et donc, là, la nécessité de réunir ces deux spécialités. Donc ça, je vais te passer la parole pour la suite des architectes et des ingénieurs. Bon, je me rapproche de mes notes. Il y a longtemps que je n'ai pas eu devant moi. Il faut approcher surtout. Ah, je me rapproche aussi du micro. Une école d'architecture, donc dans une école d'ingénieurs. Pardon ? Vas-y. Merci. Bon, situation délicate depuis toujours, parce qu'elles n'appartiennent pas au même ministère, aux mêmes tutelles. Les enseignements supérieurs et commission du titre d'ingénieur pour les ingénieurs,
direction de l'architecture à l'équipement ou à la culture selon les époques, et ordre des architectes pour les architectes. La cohabitation pourtant entre architectes et ingénieurs semble, vue de l'extérieur, quelque chose d'une richesse de cette école depuis toujours. En fait, il faut bien reconnaître qu'il a fallu des dizaines d'années pour que se concrétisent de véritables collaborations. Je crois que les premières tournaient autour de l'urbanisme, architectes et géomètres, et du design, architectes, mécaniciens et plasturgistes en particulier, après le recrutement par le directeur Armbruster, dont je parlerai tout à l'heure, de Yves Hérault, ancien directeur de l'autre école d'architecture de Strasbourg. Chez les ingénieurs, je crois que je peux le dire, à l'époque, je parle de mon époque, chez les ingénieurs, les architectes sont perçus comme d'aimables farfelus. Dans les conseils d'administration, de perfectionnement, les architectes doivent argumenter beaucoup plus que les ingénieurs pour faire accepter leurs revendications. Il faut dire que les questions financières sont particulièrement sensibles. Les formations d'ingénieurs peuvent bénéficier de la taxe d'apprentissage versée par les entreprises. Les architectes n'étant pas assujettis à cette taxe, les écoles d'architecture n'en bénéficient pas. Et les ingénieurs ont beaucoup de mal à accepter de partager. À l'extérieur, autres écoles d'architecture et ordre des architectes, l'école est mal connue. Perçue comme formant au mieux des architectes, au pire, dans leurs esprits, des techniciens. Anecdote intéressante à ce point de vue, lorsque j'ai eu la chance de décrocher en tant qu'élève de cette école un stage, c'était en 58, un stage chez Phaéton, architecte parisien, grand architecte parisien qui a réalisé énormément de choses en France, et qui est devenu par la suite directeur de l'architecture, directeur des enseignements d'architecture. J'ai été accueilli pour ce stage par le grand patron, Phaéton. Ça a duré 5 minutes maximum, mais ça a été très, très chaleureux, très amical, enfin vraiment très, très bien. Et puis, il a appelé un de ses chefs de projet avec lequel il m'a prévenu que j'allais travailler avec lui. Et cet autre architecte est arrivé. Et on est reparti du bureau du patron tous les deux. Et en allant vers la salle dans laquelle j'allais faire mon stage, il me dit « Tu viens d'où ?» Alors, je lui dis « De Strasbourg. » Ah, de Strasbourg, des Beaux-Arts ou de l'ENIS? Je lui dis de l'ENIS. Ah, de l'ENIS. Eh bien, je vais te dire, à l'ENIS, vous apprenez à jouer du tambour. Nous autres, aux Beaux-Arts, on apprend à jouer du violon. On peut jouer très bien du tambour, mais ça ne vaudra jamais du violon. Voilà. Alors, si un jour vous avez la responsabilité de stagiaires, essayez de les accueillir autrement. Bon. Oui. Je vais peut-être profiter pour juste revenir sur l'histoire. Ce qui est vraiment important, c'est de se rappeler que effectivement, il y a eu au XIXe siècle, il n'y a eu que 3 écoles d'architecture en France. Alors, Strasbourg n'était pas en France, mais dans ce qui est la France d'aujourd'hui, il y a eu 3 écoles d'architecture de créées. Donc l'école centrale, il y avait les Beaux-Arts en 1840, l'école centrale donc, qui est devenue les Arts vers 1864 et nous vers 1874. Donc c'est important de se rappeler ça parce qu'il y a une histoire quand même très longue et qui est en plus qui va générer les gènes en fait de cette école puisque sur Paris l'école des Beaux-Arts est vraiment conçue comme étant un enseignement de l'architecture sur le mode latin, l'architecture comme beaux-arts, voilà, donc Vitruve et compagnie.
Et puis ici, on est plutôt sur une école qui est, comme le disait Pierre, une école pluritechnique, une conception plutôt germanique de l'architecture. Voilà. Et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans les gènes de départ de cette école et qui, sur toute la période, a toujours été très marqué. Et je pense que c'est aujourd'hui encore quelque chose d'important. Au total, c'est 1901 étudiants, 1901 architectes diplômés depuis 1814 jusqu'en 2022. Donc, globalement, c'est pas beaucoup. Et à nous trois, on en a suivi 1500, donc 80%. Donc, c'est quand même pas mal. Et la question de l'architecte diplômé ingénieur ou de l'ingénieur diplômé architecte, c'est une question qu'on a réussi à vraiment faire émerger. 2002, c'est le premier architecte qui a un diplôme de génie civil. Voilà, et ensuite, à partir de... Progressivement, c'est monté en puissance. Il y en a eu 93 qui ont été formés sur le mode d'abord un diplôme, puis un deuxième diplôme. Et depuis maintenant quelques années, donc on a le nouveau système que vous connaissez. Et ce qui fait qu'au total, pour l'instant, il y a 174, oui, c'est ça, diplômés qui ont les deux casquettes. Voilà. Mais ça va monter forcément beaucoup plus rapidement. Et ce qui est vraiment en tout cas de mon point de vue, l'aboutissement de beaucoup d'échanges qui ont pu avoir lieu sur toute cette période. Un autre exemple, c'est en 1942, donc il y a à nouveau une guerre, à nouveau Strasbourg allemande, et l'ordre des architectes est créé par Vichy. Voilà. Donc forcément, quand on regarde qui a le droit d'intégrer l'ordre des architectes, ce sont les écoles d'architecture françaises. Donc, pas cette école, puisqu'elle est allemande à ce moment-là. Et à nouveau, ça va être pendant un certain nombre d'années, pendant une bonne dizaine d'années, un combat très fort et des enseignants, mais surtout des étudiants et des jeunes diplômés de cette école, pour faire reconnaître le fait que voilà, cette école est une école d'architecture, qu'elle est française et qu'elle a le droit d'exercer le métier d'architecte au même titre que les autres et s'inscrire à l'ordre des architectes. Donc c'est quelque chose qui était une histoire à la fois la structure, je dirais, technique, germanique, et puis cette histoire flottante qui nous a mis un peu dans une situation particulière à chaque fois. Je voudrais rajouter quelque chose sur les écoles différentes. Donc, l'école des Beaux-Arts à Paris, et puis plus tard, les écoles régionales. Alors, il faut savoir que d'une manière générale, sans anticiper trop sur la pédagogie, c'est que la particularité de l'enseignement aux Beaux-Arts, c'était, on va dire, l'apprentissage. Les gens travaillaient en agence, et puis une fois de temps en temps, quand ils avaient le temps, ils rendaient un projet. Et quand ils avaient fait un certain nombre de projets, ils passaient à l'étape d'après, la classe d'après. D'ailleurs, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait l'admission, la première classe, deuxième classe, terminé. Donc, pas beaucoup. Ça veut dire que les études duraient 7, 10, 20, et beaucoup de chefs d'agence n'ont jamais terminé leurs études, puisqu'ils travaillaient bien, dans les années 60, sans avoir besoin d'avoir leur diplôme. Ça, c'est très, très important, parce que jusqu'à 1968, il faut savoir, les projets dans les écoles régionales étaient corrigés à Paris. De même, à Paris, les gens faisaient leurs projets et allaient les rendre quai Malaquais, dans une salle très célèbre, qui est la Melpomène, une grande salle avec une muse grecque, et les projets étaient jugés en l'absence des auteurs. Donc ça, on y reviendra parce que ça a été une transformation extrêmement importante. Alors nous-mêmes, on a été dans une situation très particulière, puisqu'on a été d'une certaine façon, jusqu'aux années 66 ou 67,
presque dans cette situation. On avait des sujets très voisins de ceux des Beaux-Arts. Les profs n'étaient pas en atelier. Ils étaient dans leur petit bureau, ils discutaient. Ensuite, ils ramassaient les projets. Ils les notaient tout seuls dans un coin. Et puis ensuite, ils nous disaient, descendez voir, cherchez vos notes. Or, ce système, on apprenait tout seul, d'une certaine façon. Donc de l'apprentissage en agence et de l'apprentissage avec les copains. C'est à peu près ça. Donc une école d'autodidacte, parfois on disait. Alors ça aura changé, mais c'était un moment très, très singulier. Et donc, un certain nombre d'entre nous, les gens âgés, les profs âgés, ont connu ça aussi. Et donc, il y a eu une très grande contradiction pour notre école, c'est qu'on était à la fois, d'une certaine façon, sur un modèle beaux-arts et en même temps dans un système scolaire, avec la présence obligatoire et beaucoup d'heures. Hein, c'était 40 heures par semaine. Et avec des surveillances et des abattements sur la moyenne quand on avait des absences. Et donc, voilà, donc deux systèmes très différents dont il faut parler. Bon, le défilé des directeurs d'établissement, de mon entrée à l'école, c'était quand? C'était non, comme PTA, professeur. J'étais précisément, quand j'ai été recruté, professeur technique adjoint du cadre des écoles nationales supérieures d'arts et métiers. Bon, en 64, oui. Jusqu'à ma sortie en 98, j'ai connu 4 directeurs. Les 2 premiers avaient tous les pouvoirs. Je parle du directeur de l'école dans son ensemble. Hein. Il y avait un directeur de l'école dans son ensemble. Et autrement, il y avait un directeur, il y avait des profs, et il y avait quelques structures, un conseil d'administration et un conseil de perfectionnement en particulier. Les profs avaient des représentants au conseil de perfectionnement. Je crois que l'architecture avait un représentant au conseil de perfectionnement. Et puis les grandes disciplines, et la plus grande, les mathématiques, avaient aussi un représentant au conseil de perfectionnement. Bon, on ne pouvait présenter des suggestions que par le biais d'un des collègues élus ou d'une audience qu'il fallait obtenir auprès du directeur. Et de toute façon, les directeurs, la succession des directeurs, à chaque fois, il fallait tout leur expliquer. Et c'était extrêmement complexe et extrêmement lourd. Bon. Puis est arrivé M. Armbruster, professeur des universités, un des fondateurs du Centre de recherche nucléaire de Cronenbourg. Il voulait terminer sa carrière professionnelle par la direction d'une école d'ingénieurs. Il est sorti lauréat du concours. Nous lui avons dit, le jour même de son intronisation, que les architectes de l'école souhaitaient le recevoir en architecture et lui dire comment il fonctionnait. Ça a été le début d'une relation très positive et déterminante qui nous a permis d'élargir considérablement le cercle de nos relations. Plusieurs écoles d'architecture ayant des problèmes de différentes natures, la direction de l'architecture s'est adressée au Comité national d'évaluation des universités, qui a un rôle essentiel dans l'évaluation de l'enseignement et de la recherche dans de nombreuses disciplines, mais pas en architecture. À l'époque, oui. Le président du Conseil national d'évaluation s'est alors tourné vers le directeur de la seule école d'architecture appartenant au ministère responsable des universités, M. Armbruster en l'occurrence, pour lui demander de venir exposer devant le Conseil national des universités, devant le Conseil national d'évaluation, l'organisation de l'enseignement de l'architecture en France, en 1990, à peu près. Réponse de M. Armbruster:
je suis complètement incompétent en matière d'architecture, mais je vous envoie quelqu'un. C'est ainsi que le directeur du département architecture, c'était moi, mais je m'appelais peut-être pas comme ça encore à ce moment-là, s'est retrouvé à Paris devant les membres permanents du Conseil national d'évaluation pour répondre à leurs demandes. Le président m'a remercié à la fin de la séance et m'a dit « Vous nous avez déniaisés ». Ils connaissaient, ils avaient l'habitude d'évaluer toutes les disciplines, mais l'architecture, ils n'y avaient jamais touché. À partir de là, nous avons été sollicités pour de nombreuses missions qui nous ont fait connaître, parce que ça devenait vraiment un problème très important de se faire connaître, et nous ont permis d'entrer en relation avec beaucoup de monde. Alors, ça a été des évaluations d'écoles, écoles spéciales d'architecture, j'en ai fait une, Pierre en a fait une autre, une seconde, école d'architecture de Grenoble, école d'architecture de Belleville, repyramidage, dont on parlera dans un petit moment. Et on peut en reparler maintenant éventuellement. Les profs des écoles d'architecture avaient des situations complètement bloquées depuis des années et des années. Alors il y avait des P1, des P2, des P3, des P4. Alors je crois que c'était dans le bon sens. Le P1 c'était le summum et le P4 c'était le... C'est bien ça, hein, ceux qui ont... Bon, et ils étaient bloqués dans leur situation depuis des années. Et il est apparu qu'il était évident que... Puis c'était après 68, ça. Il est apparu qu'il était évident qu'il fallait redonner, restructurer tout ça. Bon. Et nous avons participé au repyramidage, en tout cas Pierre et moi, à Strasbourg et Pierre à Montpellier. À Strasbourg, tu y étais aussi? Oui. On y a participé, c'est ça. Bon, et puis alors, en dehors de ça, le Comité national d'évaluation nous a demandé de participer à la formation du corps des professeurs d'architecture et des maîtres assistants. C'est-à-dire que, alors ça, c'est un... Il faut quand même en dire un mot, c'est peut-être le moment. Les professeurs d'architecture ne pouvaient pas, n'avaient pas un parcours identique ou ressemblant aux professeurs et aux maîtres assistants ou assistants des universités. Et il a été décidé des équivalences entre des carrières professionnelles et des thèses. Je dis ça très rapidement et grossièrement. Et on a été, pendant un été, quand je dis on, c'est qu'il y a... Enfin, moi, j'y ai participé. Le directeur de l'école, à l'époque, y a participé, parce qu'il était aussi membre du Conseil national d'évaluation. Oui. Et puis, nous avons regardé, évalué, comparé, rendu compte de la lecture de caisses entières de documents qui étaient les parcours des différents profs. Alors, il y en a qui voulaient monter d'un cran, d'autres de 2 crans, etc. Et c'était une situation vraiment très délicate. Et je dois dire que pour moi, ça a été extrêmement intéressant, tout ça. Mais c'est un peu fou de penser que le petit prof de l'école d'architecture de la petite école de Strasbourg se retrouvait de temps en temps en vis-à-vis ou en face-à-face avec des grands patrons de l'architecture française et dans les écoles des beaux-arts, c'est-à-dire des gens qui jouaient du violon. Et moi, j'arrivais avec mon tambour. Bon. Alors, encore un mot simplement. Donc, M. Armbruster, je tiens à le dire, a joué un rôle fondamental dans cette... simplement en disant « je suis incompétent ». C'est formidable dans cette évolution des choses.
De temps en temps, il est arrivé un tout petit peu trop loin, une anecdote parce que c'est drôle. Un beau jour, à Montpellier, Vasconi est devenu très copain parce qu'il a construit le Coran. Vasconi, qui est un ancien de l'école, hein, il faut que vous le sachiez tous, une des gloires parmi les anciens de l'école. Vasconi est arrivé... Voilà, oui, en particulier, il a construit ça, oui. Et il était devenu très copain avec le maire de Montpellier, qui s'appelait... Fraîche, merci. Et Fraîche a écrit au directeur de l'école et lui a dit, écoutez, moi, votre école, elle est super, et je voudrais que vous nous en fassiez une pareille à Montpellier. Et à Montpellier, il y avait déjà une école d'architecture, Beaux-Arts. Et M. Ambroster a dit, pourquoi pas, je vous envoie quelqu'un, encore une fois. Mais alors, cette fois-ci, on est parti avec une camionnette, on était 7 ou 8. M. Ambroster avec un sac et des bouteilles de vin d'Alsace qu'il a offert au maire de Montpellier en arrivant. Et on a été invité par le maire de Montpellier dans une magnifique propriété que possède la ville, à un déjeuner. Bon, enfin, tout ça, c'était très bien. Mais moi, j'étais chargé d'aller trouver l'école d'architecture de Montpellier et de leur annoncer qu'il était dans le projet du maire de construire une autre école d'architecture. J'y suis allé en marchant sur des œufs. Finalement, ça s'est très bien passé et ça ne s'est jamais fait, évidemment. Bon, voilà. Je ne sais pas comment on l'aurait fait, d'ailleurs. On n'était déjà pas assez nombreux ici. Voilà. Voilà. Ouais. Je commençais à avoir une crampe. Donc, alors, on avait prévu quelques images, mais comme on parle dans tous les sens, elles ne suivent pas du tout ce qui est prévu. Mais c'est pas grave, non, mais c'est très bien. En fait, c'était l'idée. D'ailleurs, on va te retirer tes notes c'est pour qu'on puisse plus échanger de manière. Alors, moi, je voulais juste profiter de ce qui vient d'être dit pour parler du Petit Pousset. Parce que ça, c'est quelque chose qui vraiment caractérise l'école et le travail que les équipes d'enseignants et les équipes qui s'occupent un peu d'organiser la pédagogie ici sont confrontés à cette notion du Petit Pousset. Alors, le Petit Pousset, c'est d'une part par rapport aux écoles d'architecture. Pendant très longtemps, alors maintenant ça a un petit peu changé, mais à peine. Mais pendant très longtemps, ici, il y avait moins de 200 étudiants au total en architecture pour 20 000 étudiants en architecture en France. Donc, ça faisait 1%. Et c'était on était 200 et la plus petite des écoles d'architecture était 600, 700. À l'époque, c'était Saint-Étienne. Ça aussi. Donc, c'est vraiment Petit Pousset. Maintenant, voilà, avec 300 étudiants, potentiellement, ça fait 1,5%. Voilà, de la population des étudiants d'architecture. Donc, ça, c'est une première chose. Et d'autre part, les écoles d'architecture donc, dépendent du ministère de la Culture. Et nous, l'école l'INSA dépend du ministère de l'Enseignement supérieur. Ce qui fait que, forcément, il y a un oubli assez systémique. Quand le ministère de la Culture pense école d'architecture, il ne pense pas forcément à nous. Quand les écoles d'architecture pensent à discuter entre elles, elles ne pensent pas forcément à nous. Et puis, depuis 2003, donc, alors sur le document, j'avais écrit 2005, parce que dans les faits, on est effectivement réellement basculé à INSA, je crois, en début 2005, avec la nomination de Madame de Creton. Mais depuis que le groupe INSA, l'école a intégré le groupe INSA, on est devenu le Petit Pousset à nouveau dans le groupe INSA, puisque c'était la spécialité architecture au milieu de plein de spécialités d'ingénieurs. Et donc, à nouveau, une sorte de dispositif un peu à part, ce qui était déjà le cas au sein de l'école, devenait encore plus important au sein du groupe INSA. Alors ça, c'est quelque chose d'important, parce que le Petit Pousset met des bottes de 7 lieues. Donc le Petit Pousset, il est petit,
mais il a une capacité à faire des choses et de faire de grandes choses. Donc, d'être le petit pousset fait qu'on nous oublie, parce qu'on est petit, on n'est pas important. Donc on nous oublie et on nous laisse faire tranquillement des choses dans notre coin. Donc ça a été vraiment, je crois, la richesse de tout ce qu'on a pu faire sur ces 60 ans là, dont on vous parle, vient énormément de cette un peu indépendance qu'on a pu avoir. Alors par contre, de temps en temps, il y avait un retour de bâton un peu violent parce que quand brusquement on se rappelait qu'on existait et qu'on n'était pas tout à fait dans les cordes ou dans les critères des règles qui avaient été exposées, ça devient compliqué de justifier qu'on est quand même dans les règles. Mais cette indépendance, elle était importante. Et d'autre part, l'autre aspect qui était très important, c'est que ça nous a obligés, nous tous, à parfaitement maîtriser les règles, les règlements, les lois, les fonctionnements au sein de tout le dispositif les ministériels, les dispositifs des écoles, voire même l'Europe, parce qu'on était amené à devoir le faire nous-mêmes. Et au sein de l'école, ici, on est la seule spécialité, alors je dis on, mais je ne suis plus, mais bon, voilà. On est la seule spécialité à aller voir directement les ministères. C'est-à-dire le reste, c'est toujours la structure globale, le directeur, l'équipe de direction de l'école qui a les contacts au niveau des ministères. Ici, pour l'architecture, on allait systématiquement au front, parce que bon, Jacques a parlé de M. Ambourster qui se déclarait incompétent, mais tous les autres, à part un, éventuellement Pierre pourra en parler, se déclaraient aussi incompétents, et tout en étant extrêmement compétents dans leur façon de nous laisser justement cette capacité à pouvoir nous prendre en main, quoi. Voilà. Donc il y a eu Madame Croton, j'ai vu passer Jean-Jacques là, qui a beaucoup travaillé avec elle et qui nous a laissé beaucoup d'initiatives. Il y a eu Monsieur Reiner, que moi j'ai beaucoup plus côtoyé, qui nous a aussi laissé beaucoup d'initiatives. Et ça nous a donné des forces parce que ça nous a amené à devoir imaginer des dispositifs qui nous permettent de toujours rebondir. Parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, j'ai parlé tout à l'heure de l'ordre des architectes, et on avait été oublié. À chaque réforme de l'architecture, on est oublié. Donc à chaque fois, il a fallu imaginer le dispositif en interne qui permette de rebondir et de s'adapter à ce qui vient d'être décidé à une échelle nationale, mais qui ne s'adaptait pas forcément très bien pour nous. Et il a fallu trouver les solutions et se faire accepter. Et ce qui fait qu'au petit à petit, aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir une certaine fierté de se rendre compte que le ministère de la Culture, depuis un certain nombre d'années, nous prend vraiment, pas en exemple, mais en considération. Donc il y a eu l'épisode des repyramidages, où finalement c'est des enseignants de l'école qui allaient donner un avis sur les écoles d'architecture du ministère de la Culture, mais c'est aussi la réforme de 2005 de l'enseignement d'architecture qui a créé la scission entre la notion de diplôme universitaire et le droit d'exercice. Donc à partir de 2005, on a son diplôme d'architecte, mais on passe une habilitation à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre pour avoir le droit d'exercer. Cette réforme de l'architecture a été accompagnée d'une réforme de l'enseignement de l'architecture. Donc les écoles d'architecture sont devenues des écoles nationales supérieures d'architecture. Nous, on était l'école nationale supérieure d'architecture et d'industrie de Strasbourg. Et des arts et industries de Strasbourg. Voilà. Donc l'ENSA, IS. Donc au même moment où on passait à INSA, l'autre école est devenue ENSA. Ça a été un peu compliqué pendant quelques temps. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour préparer cette réforme, pendant presque 10 ans, le responsable de la pédagogie du ministère de la Culture assistait à nos présentations de PFE et s'est beaucoup inspiré de la structuration de nos PFE pour instaurer un certain nombre de nouvelles règles dans les écoles d'architecture. Et c'était
on a vécu la réforme de 2005 comme une réforme un peu difficile pour nous, parce que très inspirée de ce qu'on faisait, et donc ce qui fait que ça normalisait des choses que l'on faisait, et notre indépendance était un petit peu plus mise à mal. Voilà. On peut... Allez, on va passer à autre chose, parce que là... La classe. On va passer à la classe, oui. Je vais dire un mot des effectifs, oui. Voilà. Bon, il faut savoir qu'on était petit pousset, donc il y a quelques années, quelques cinquantaines d'années, les promotions étaient de 7. Toi, tu as atteint une promotion de 3, je crois. La promotion avant moi, il y en avait 3. Dans ma promotion, on était 7. Et après, c'est devenu normal pour l'école. Alors, dans ma promotion, on était 15. Ensuite, il a fallu attendre 25 ans pour passer de 15 à 30. Et à ce moment-là, on avait un directeur qu'on n'a pas cité encore, qui était entre Arbouster et Madame Croton, qui s'appelait Colson. Et un jour, ce monsieur, qui pensait lui tout savoir, nous a dit, écoutez, il faut redescendre à 24, l'effectif des architectes, parce que c'est le summum de l'économie comptable. Et donc, il faut baisser. Et là, on a réagi violemment. On a dit 24, c'est économique. Eh bien, passons à 48. Ça sera 2 fois plus économique. Ce qui a finalement été accepté, mais qui nous a posé beaucoup de difficultés, il faut dire. Première difficulté, où se mettre à 48 dans les salles qu'on avait et que certains d'entre vous ont connues de l'autre côté. Donc c'était très difficile. D'autre part, très difficile du point de vue pédagogique. Donc on va revenir là-dessus, mais évidemment, il a fallu inventer, il a fallu se réinventer, il a fallu se mettre en question, et ce changement d'effectif a eu quand même beaucoup d'importance. Je pense que ça a permis aussi d'intervenir pour la programmation de cette nouvelle école, même si là aussi les choses ont évolué entre le début des idées et la réalisation. Mais en tout cas, ce changement d'effectif a été très important. Et donc maintenant, si on totalise tout, tu disais 370. Alors moi, j'ai été une fois en réunion d'Erasmus à Venise. À Venise, à l'université d'architecture, c'est 10 000 étudiants. Je représentais avec le prof d'anglais 2 étudiants, je crois, qui étaient partis à Venise et 2 qui étaient arrivés chez nous. On ne sait pas par quel mystère. En tout cas, l'université de Venise a dit « Écoutez, on ne va pas jouer plus longtemps. C'est trop de paperasse pour pas grand-chose. » Donc là, on était 100 à l'époque et eux, 10 000. Une école contre une école. Donc voilà. Donc nous, on a augmenté un peu avec les effectifs, mais pas suffisamment. Oui, je vais peut-être rebondir là-dessus aussi, sur le fait, ça rejoint ce que je disais sur le petit pousset et notre capacité à devoir s'adapter. Donc là, clairement, il y avait une situation de crise qui était... parce que ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il y a eu une violence de la situation. C'est que du jour au lendemain, il fallait aussi... c'était en décembre, et en janvier, il fallait virer la moitié des chargés de cours, puisqu'il n'y avait plus d'heures d'enseignement nécessaires, quoi. Donc c'était des choses à gérer qui étaient pas simples. Donc l'idée de passer à 48, parce qu'en fait le 24 c'était un multiple des groupes de TD, groupes de TP et groupes de projets, donc qui faisait que 24 c'était optimal. Donc la proposition de passer à 48, c'était dans une logique d'être optimal, mais en grossissant. Et c'est exactement la même chose qui s'est passée quand... donc c'était Franck qui était le directeur de département à ce moment-là. Il y a une réforme aussi économique qui a été lancée ici, alors qui s'est appelée réforme pédagogique, mais en fait c'est réforme économique, qui était de dire on réduit l'enseignement de... Chaque semestre ne doit pas faire plus de 700 heures de face-à-face étudiants. Donc... Or, jusqu'à présent, l'école tournait plutôt à 800 et nous, certains semestres, à 900. Donc, passer à 700,
C'était pour effectivement simplifier, réduire globalement le coût de l'enseignement. Simplement, là c'était clairement pas possible pour nous, puisque si on passait en 4 années, on avait 4 années, il ne faut pas oublier qu'on était l'école d'architecture qui avait l'enseignement le plus court. Maintenant, on est l'école d'architecture qui a l'enseignement le plus long. Mais justement, cette bascule, elle s'est faite parce qu'en faisant 4 années 700, ça faisait 2800. 2800, la règle du ministère de la Culture pour former des architectes, c'est au minimum 3200 heures. Voilà. Donc là, on a pu dire, ben non, ça ne marche pas, on ne peut pas rajouter, on ne peut pas passer à 700, il nous manquera des heures. Et donc c'est là où, en discutant, on s'est dit, peut-être que c'est l'occasion de faire cette bascule qu'on espérait depuis un certain temps, de pouvoir faire une formation d'architecte, ingénieur bien structurée, et donc de dire, ok, vous demandez de passer à 700, mais on vous propose de rajouter 1 année et finalement 2 années pour pouvoir former des architectes ingénieurs. Voilà. Donc c'est comme ça aussi, de la même façon, par rapport à juste un problème comptable, que toute la structure pédagogique qui est en place aujourd'hui, avec tout ce que ça comporte de complexité, j'en conviens certainement, est venue de cette obligation de devoir s'adapter. Et on s'est adapté en ayant un projet. Et ça, c'est peut-être aussi lié à la formation d'architecte, qui est une formation qui amène à... On va peut-être arriver à la pédagogie, finalement, hein, tout de suite, hein, sur la question de la pédagogie, mais c'est l'architecte, on le forme à repérer les différentes contraintes, à évaluer les enjeux de ces différentes contraintes, à faire des choix de hiérarchisation dans ces différentes contraintes pour pouvoir proposer un projet. Voilà. Et cette formation-là, qui en plus liée à la question du doute, et ça sera aussi quelque chose, je pense qu'il faut qu'on reprenne encore tout à l'heure, fait que on est obligé d'inventer, de tester, de remettre en cause. Et c'est peut-être ça qui nous a permis aussi à chaque fois de faire ces propositions de transformation assez radicales. On passe à la pédagogie ou tu veux parler des... Ah, oui. Claire. Bon. Alors, je vais parler de la chose la plus basique ou qui paraît évidente aujourd'hui. C'est le travail des étudiants et des enseignants autour de la table et d'afficher l'évolution d'un projet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne se faisait pas. Les profs n'étaient pas dans les ateliers et puis les projets étaient notés en l'absence de leurs auteurs. Alors la grande révolution a été l'arrivée de Jacques de Coville comme assistant en 1964. Et les profs qui étaient dans leur bureau n'ont pas voulu de lui, donc il était dans les ateliers. Et il passait les heures d'atelier, et on en avait 12, je crois, par semaine, et donc avec les étudiants, et il passait de table en table. Et donc c'est devenu notre pratique la plus simple et la plus naturelle. Et puis, il a réclamé, ça aussi, ça paraît très crétin, des panneaux de bois pour pouvoir afficher les projets. Et il a réussi, après quand même une querelle, pas si simple de faire travailler les menuisiers. Et donc, on a pu utiliser ce qui s'appelait la galerie, donc combien, 2e étage, pour la correction et pour échanger. Et donc ça, c'est très, très, très important. Et donc ce travail à la table a été initié à partir de ces années-là et s'est développé, évidemment, dans la présence des enseignants qui se sont démultipliés grâce au changement des effectifs. Donc on a pu recruter au moins des vacataires et des gens qui ont consacré beaucoup de temps à discuter sur les projets. Alors ensuite, il faut parler des
des valeurs, mais bon, je vais peut-être pas utiliser tout le temps, mais c'est vrai que la première chose, c'est le respect mutuel, le respect du travail fait, mais aussi la suggestion de ne pas s'arrêter à la première idée, d'être capable de rebondir, de se poser un certain nombre de questions multiples et d'en discuter, et de ne pas avoir honte éventuellement de dire des monstruosités ou des sottises. C'est de ça que l'on apprend le projet. On a parlé de notre obligation de repyramider les grandes stars de l'architecture. C'était très amusant. C'était aussi très pitoyable de les voir venir quémander. Ça, c'était très triste. Mais dans cette école, on a toujours su mettre nos propres égos de côté. Comme c'est écrit, on n'a jamais voulu faire des écoles de chapelle. Bon, peut-être la plus célèbre et très intéressante en elle-même, ça a été Paris-Belleville avec Siriani, qui est peut-être l'un des architectes qui a théorisé une pédagogie avec une progression très savante, mais il a fabriqué des petits Siriani, pour ne pas dire des petits Corbu. Bon, c'est en soi peut-être à la fois, ça formait des architectes, on va dire de qualité, mais c'est peut-être triste qu'ils soient tous alignés. Donc nous, on est peut-être moins célèbres, moins bons, moins théoriciens, mais on a pu fabriquer des projets différents et former des architectes différents les uns des autres. Bon, peut-être je vais passer la parole. Ou sinon, si encore une fois, la question du doute, ça c'est une chose très très importante en architecture. Alors, ça c'est une anecdote. J'étais le responsable de la 4e année à cette époque et François Barré, qui était le directeur de l'architecture, après avoir été le directeur de Beaubourg, passait dans les différentes écoles d'architecture et puis interrogeait les enseignants. Alors, il nous a fait une fleur en passant 1 heure chez nous. On était quelques-uns dans une des petites salles du 2e étage et puis il nous a interrogés comment vous menez votre travail de prof, quoi. Et bon, chacun a dit, ben voilà, je fais un projet comme ça, un projet comme ça, un projet comme ça. Bon. Et puis quand c'est arrivé à mon tour, en 4e année, j'ai dit, ben moi j'essaie d'apprendre le doute. Ça a surpris un peu, mais après j'ai eu des échanges extrêmement importants et intéressants avec François Barré. Et effectivement, il faut savoir douter. Il ne faut pas être toujours sûr de soi. Et c'est certainement une nécessité d'apprendre le doute et de le former, parce que c'est pas spontané de douter. A priori, on est plutôt naturellement content de soi, ou de son idée, ou de son projet, ou de son esquisse. J'ai fait le plus beau, je suis le meilleur. Et puis, bon, il faut apprendre à être humble, et en tout cas à échanger avec les camarades ou les collègues, et accepter de se dire, oui, il y avait beaucoup d'autres solutions, beaucoup de contraintes à prendre en compte qui ont été mal classées. Et donc, voilà, c'est une chose importante. Oui, je crois que tu vas rajouter. Non, mais là, l'image qui est projetée, là, c'est un exercice, c'est un des dispositifs pédagogiques que Pierre avait mis en place, mais qui était aussi au départ un travail que Jacques faisait sur la... En fait, quand on débute l'architecture, on se rend compte, quand on arrive en première année, on fait le premier exercice, on est très très fier de ce qu'on fait. Et on a du mal à comprendre que ce qui est à côté, qu'on ne comprend pas, on ne comprend pas que ça peut être bien, est finalement considéré comme aussi bien, voire mieux, que ce qu'on a fait soi. Et donc ce travail et ce dispositif pédagogique que Franck reprend énormément sur le fait
de mettre tout ensemble, toute la production ensemble, permet de comprendre que sur chaque exercice, en architecture, il n'y a pas une réponse. Il y a autant de réponses que de personnes qui vont se poser la question en fonction de différentes contraintes qui ont été choisies et hiérarchisées d'une certaine façon. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment un dispositif d'apprentissage qui est essentiel. Et le doute, c'est pas pour se mettre une angoisse, c'est le doute pour être capable de se reposer, de réinterroger ce que l'on fait. C'est le dispositif un peu itératif de la conception. On travaille, on avance. Une fois qu'on a abouti à une phase, on se pose la question, est-ce qu'on ne peut pas mieux faire? Est-ce qu'on ne peut pas repositionner autrement le questionnement qu'on a? Et c'est vraiment la formation, c'est quelque chose de très important dans la formation de l'architecte. Oui, moi je voudrais juste ajouter un mot sur la critique, parce que, bon, on en a parlé, mais je vais le dire à ma façon. Dans les premières séances, dans une des premières séances, je la consacrais pas à ça, mais je parlais de la critique architecturale, parce que c'est vrai que c'est très difficile quand on est en première année d'avoir trimé sur un projet et puis de se retrouver avec des critiques qui paraissent méchantes. En réalité, il y a deux conditions d'une critique positive et productive. C'est le respect d'abord, le respect des gens. Accepter de critiquer, je parle des profs là, avec un maximum de respect, oui. Et puis c'est exiger de soi-même de donner une argumentation, ne jamais démolir quoi que ce soit sans avoir argumenté sur les raisons pour lesquelles on apprécie ou on n'apprécie pas. Excuse-moi. Tiens, reprends-le. Alors je ne sais plus du tout où on en est, mais on arrive vers la fin, c'est ça, voilà. Alors, donc des petites vues de travail à la table, là, qui est vraiment quelque chose d'important. Alors c'est vrai que ça a été, quand Jacques a commencé à le faire, avec des promotions de 7, 8, 12, 15 étudiants. Non, c'était 15. Alors, 7, 8, c'était quand j'étais étudiant. 15 étudiants, voilà, avec des volumes horaires de 15 heures ou de 12 heures. Ça faisait qu'on avait beaucoup de temps à passer avec les étudiants. Aujourd'hui, la problématique avec le fait qu'on ait fait les musclores, à dire en 48, 60 étudiants à l'aise, c'est plus compliqué de passer effectivement autant de temps à la table. Donc il a fallu inventer d'autres dispositifs, d'où les critiques communes, collectives, qui sont essentielles. On va peut-être quand même parler du chasseur. Oui, il faut bien rire un peu. Allez, Jacques, tu nous parles du chasseur. Du chasseur. L'inspecteur d'académie. PFE. Ah. Oui. Bon. Parce que c'est fondamental dans la structuration de notre école. Hein. D'accord, oui. Oui, ça, oui. Oui, j'ai été étudiant dans cette école à un moment où il y avait un inspecteur général de l'enseignement du dessin en France qui était l'inspecteur général de l'enseignement de l'architecture chez nous, dans notre école. Comme il n'y avait pas d'architecture, c'était forcément qui et il se trouve... Il présidait les jurys. Il présidait les jurys, oui. Et il se trouve qu'il était un grand copain. Mais alors ça, vraiment, vous voulez qu'on déroule ça? Bon. Il était un grand copain du prof de dessin et d'aquarelle. Alors le prof de dessin et d'aquarelle, enfin le prof de dessin était un petit peu du Midi, extrêmement sympathique, chaleureux, tout ce qu'on voudra. Mais alors, il venait à 8h du matin... Quand on était avec lui, normalement, de 8h à midi, il venait à 8h du matin, il nous disait « Vous allez à l'orangerie et vous me dessinez des arbres. »
Bon, et alors on allait à l'orangerie et on dessinait des arbres, et on le retrouvait vers 11h30, midi moins le quart, et je vous assure qu'il lui est arrivé de me dire « De Coville, une truite comme ça ». Il était allé à la pêche, ou alors, à d'autres moments, il était allé aux champignons. Bon, mais je lui garde... il y a longtemps qu'il est mort, Dieu et son âme, mais je lui garde toute mon amitié. Et alors, il avait quelque chose de formidable, il nous faisait les rendus. Alors, nos rendus, on dessinait, c'était assez sec, les plans, les façades, etc. Et il arrivait, et il prenait son pinceau, et il nous faisait un rendu, ça devenait une belle aquarelle. Enfin, bon. Donc, et il était très copain donc, avec le président du jury. Et comme ils étaient très, très copains, eh bien, à chaque fois, ils allaient gueuletonner ensemble le soir des inspections de l'école. Et il se trouve que le président du jury adorait la choucroute au gibier, mais au faisan. Voilà. Et la bonne époque, c'est quand même au mois d'octobre. Alors, le jury qui avait lieu en même temps que l'inspection de l'école a été mis au mois d'octobre. Et non plus en juin. Mais c'est formidable. Quelle géniale situation. Et c'est à partir de là que sont nées... D'abord, les charrettes, tout simplement, la participation des étudiants de première, seconde, troisième et quatrième année au projet d'architecture, au projet de diplôme. Voilà, c'est ça que vous voulez. C'est exactement c'est ça qu'il fallait raconter. C'est ça qu'il fallait raconter, puisque à nouveau, c'est le principe de l'adaptation. Des projets de fin d'études qui devaient être présentés en juin, on leur dit bah non, ça sera en octobre. Donc que faire des étudiants pendant le septembre à octobre? Donc on organise en catastrophe un dispositif de charrette collective, voilà. Et c'est devenu ce temps extrêmement important de la vie de l'école, qui est qu'on arrive à l'école, la première chose que l'on fait, c'est de participer à une équipe qui aide à faire la finalisation d'un projet. Et ce qui fait que tout étudiant qui arrive pour la première fois, qui n'a jamais entendu parler d'architecture, qui ne sait pas manier un crayon ou découper un carton, à la fin de ce premier mois, a entendu énormément de mots d'architecture, a appris un certain nombre de techniques, et a appris le travail en équipe. Et ce travail en équipe qui va se reproduire et se multiplier au fur et à mesure des années. Voilà. Et ça, c'est incroyable. C'est vraiment donc merci aux chasseurs d'avoir abouti à cette situation-là qui structure notre école de manière très forte, parce que ça a structuré derrière ça ce que nous, on a appelé après la co-formation. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'on ait des petites promotions. Alors c'est vrai que la notion de promotion évolue beaucoup avec notre dispositif AI, où finalement vous êtes des fois sur 2 ou 3 promotions, puisque certains d'entre vous font une année de plus que les autres et récupèrent une autre promotion. Donc ça complique un peu la question de la notion de promotion, mais c'est pas très grave. C'est des petits groupes d'étudiants entre eux qui vont aller faire des voyages d'études ensemble. Il y avait tout à l'heure une photo de voyage d'études là. Qui vont faire des projets ensemble, qui vont travailler en charrette de fin de cette période des charrettes, qui permet d'avoir une grande autonomie. C'est-à-dire qu'on apprend progressivement à être une petite main, à être le responsable des petites mains, à aider la conception, à devenir un peu une pointure sur certains documents, sur la production de certains documents, et ensuite être l'adjoint de celui qui passe son projet de fin d'études, et ensuite être capable de générer son projet de fin d'études en réfléchissant l'organisation de tout le travail de l'équipe. Voilà, c'est une formation incroyable qui se fait qu'entre vous. Les enseignants n'interviennent pas là-dedans. Et tout ce partage alors, tu parlais tout à l'heure d'école d'autodidacte, parce que vous n'aviez rien d'autre
pas de contact avec les enseignants, donc vous étiez vraiment confrontés à ça. Mais il y a un peu de ça dans cette notion de co-formation, c'est de vous pousser à travailler ensemble, à vous apprendre les choses ensemble. En plus, vous venez d'horizons différents, puisque l'autre aspect important de cette école, c'est que vous venez de partout, de toute la France. Et quand vous arrivez ici, ben, les repères, vous avez les vôtres, mais vous allez en créer de nouveaux ensemble. Voilà. Et ça, c'est quelque chose aussi de très, très important dans l'esprit, je pense, de l'école. Et qui aboutit donc à, voilà, à la fin, donc à ce travail de présentation de projet de fin d'études qui est aussi important, avec des jurys quand même. Quand on a 6 jurys ou 7 jurys en parallèle qui composaient de 10 à 12 personnes, donc il y a 80 professionnels qui viennent gratuitement passer 2 jours à Strasbourg pour le plaisir d'être là à voir vos projets. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose de très très fort dans ce moment-là, qui est lié à votre capacité à inventer des histoires grâce à ces projets. Voilà. Bon, donc ce temps du PFE, avec ce chasseur, c'est quand même... Voilà, on aboutit avec des sessions, des grandes messes à la fin de cette période qui sont toujours mémorables et qui sont aussi l'occasion d'un retour. C'est que les 80 membres du jury, pendant ces 2 journées où ils écoutent vos projets, mais ensuite débattent entre eux, apportent énormément de retour de leur perception de l'école à l'équipe enseignante. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est une capitalisation de matière, d'intelligence collective qui est très importante. Et tout ça, ça contribue aussi à la reconnaissance de l'école et aussi au recrutement des étudiants. C'est par des biais comme ceux-là que l'école se fait connaître. 80 personnes à chaque fois, ça fait beaucoup de monde. On va s'arrêter là. Ouais. On était 3 là, mais des directeurs d'école, de département, il y a Alexandre actuellement, il y a Franck qui l'a été, il y a Jean-Jacques qui l'a été aussi longtemps. Il manque Bernard Zimmermann qui n'est pas là. Et puis il y avait Karine Dupré qui est en Australie, donc un peu trop loin pour pouvoir être là. Et globalement, voilà, à peu près toute l'équipe. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Ah, voilà. Oui. Moi j'ai une question sur le concours. Ouais. Est-ce qu'il a toujours existé? Quelle est son histoire? Et est-ce qu'elle est liée à l'histoire récente de ça ou... Et donc là, c'est un extrait du concours de 1961. Donc, il était déjà là en 61. Par contre, à quel moment il y a eu le concours, la notion de concours était... Bah écoute, 61, moi je venais de sortir. Hein. Ouais. Et toi, tu as passé un concours quand tu es rentré? Ah, moi j'ai passé un concours, oui. Voilà, donc le concours était... Mais je sais pas, longtemps. je sais pas. Ça a duré très longtemps. Il était donc au niveau Mathsup. C'était le même concours que les arts et métiers, plus 2 épreuves de dessin. Et puis, à l'oral, on avait aussi du dessin. Et il y avait quelques coefficients qui n'étaient pas les mêmes. Mais c'était les mêmes épreuves de maths, de physique, de français. De même, d'ailleurs, le recrutement des profs, à l'époque, était pareil. Quand on est devenu prof ENSAM, c'était un concours qui durait 1 semaine, avec des épreuves écrites et des épreuves orales. Une dissertation sur la théorie de l'architecture, 2 projets, un projet en 8 heures, un grand projet, un projet de détail, et puis à l'oral, c'était, je me souviens, 4 épreuves,
La première, c'était d'improviser un cours, après 20 minutes de préparation, sur un sujet au hasard. C'était ensuite de se critiquer soi-même, une de ces épreuves écrites de projet, puis critiquer un certain nombre de projets d'étudiants affichés qu'on ne connaissait pas. Et puis la quatrième, c'était de répondre sur les motivations, avec aussi, encore une fois, un jury. Donc tout ça, ce sont des concours qui ont totalement disparu, mais qui ont été longtemps. Et donc, en tout cas, je crois que les épreuves orales pour le concours d'architecture a évolué grâce à Jacques de Coville, à Alain Ly, qui était le prof de dessin, à Jean-Jacques, et puis à la fin, oui, où on a initié de nouvelles interrogations, en tout cas à l'oral. Je ne sais pas si elles sont toujours d'actualité, je ne crois pas, parce que les modes de recrutement sont multiples maintenant, alors qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule solution. L'oral se passait à Paris. C'était à Paris, l'oral, le dessin, la correction du dessin, et puis les échanges sur les dessins, ça se passait à Paris à l'époque. Ici. Pour le concours de prof ou le concours d'entrée des étudiants? Pour le concours d'entrée des étudiants. Ah oui. Ah ben le concours des profs, d'accord. Concours de prof, moi je l'ai passé à Paris. D'accord. D'autres questions? Est-ce que en étant une petite école, que ce soit au niveau de l'architecture en France, ou en étant un petit département dans le groupe INSA, ou même dans l'école d'ingénierie en général, est-ce qu'il n'y a jamais eu la peur de simplement disparaître sur le métier? Permanente. Ouais, toujours. Toujours. Je ne sais pas en ce moment, mais en fait, clairement dans les années, dans l'histoire, c'est clair que ça a été très très fragile à plein de moments. Par exemple, on a parlé de l'ordre des architectes, mais même une fois que l'ordre des architectes avait accepté que les architectes de l'école soient inscrits à l'ordre, il y avait quand même une sorte de... Il y avait certains postes qui étaient interdits aux architectes sortis de l'école, c'est-à-dire que la fonction publique était interdite, le diplôme n'était pas reconnu. Donc en permanence, il y a eu des luttes pour pouvoir obtenir, faire valoir les droits. Et c'est vrai que... Alors on est passé très vite sur la question par exemple, 2 écoles à Strasbourg. Pourquoi il y en a une de trop? Alors chacun pense celle qu'il veut. Ce qui est faux aujourd'hui, heureusement, là clairement, ça c'est un débat qui a complètement disparu, mais totalement disparu, mais peut-être pas. Il suffit qu'il y ait une personne dans un ministère qui se dise faisons des économies. Il y a une école de trop. Voilà. Alors ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même acquis, avec toutes les évolutions qu'on a eues, les 10 dernières années, au ministère de la Culture, on avait une aura un peu particulière. Voilà. Ce qui fait qu'on avait une certaine sécurité provisoire. Voilà. Mais je pense que ça reste compliqué. Hein. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes dans un super bâtiment, voilà, mais peut-être que ce super bâtiment, il peut servir à un autre type d'enseignement. C'est pas acquis, hein, c'est pas parce qu'il est... Voilà, c'est des belles salles d'examen, voilà. Hein. Une maison des examens ici. Voilà, parfait. Une chose aussi très importante, c'est que de nombreux anciens de l'école travaillent ou ont travaillé dans les très grandes agences françaises et même étrangères. Et donc la connaissance de notre école s'est répandue lentement mais sûrement. Et c'est vrai pour les agences privées, mais c'est vrai aussi pour les agences publiques. Bon, par exemple, les aéroports de Paris, de nombreux anciens ont eu des postes très importants. De même, l'AREP, c'est-à-dire les agences de la SNCF, qui a construit des gares dans le monde entier.
Donc ça, c'est des administrations ou des agences parapubliques. Donc ça, c'est très important. Bon, et puis toutes les agences privées, on peut citer vraiment des anciens qui ont travaillé chez toutes les stars possibles et qui continuent. Et donc, qui sont recherchés pour leurs compétences, leur jeunesse et leur enthousiasme. Donc ça, c'est très important. Et peut-être c'est notre meilleure protection. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la notion de charrette en septembre, enfin le mot en lui-même, il y a un peu remis en question. Et donc, on aimerait savoir, enfin, moi, à droite à gauche, si vous n'aviez pas une idée, une anecdote qui permettrait de trouver un nouveau en bien d'apprendre. Oui. Effectivement, quand j'ai dit tout à l'heure le mot charrette, je me suis dit que je disais un gros mot. La question, en fait, il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté par rapport à ce mot. Le terme charrette, effectivement, est un terme qui, par exemple, aux États-Unis, toute agence d'architecture parle de charrette. C'est le mot américain pour dire le temps, les derniers temps de finition d'un projet. Voilà. Donc c'est un terme qui est issu effectivement du 19e siècle, les charrettes à bras. Voilà. Il est effectivement connoté de cette notion de travailler jour et nuit à finir. Voilà. Moi je pense que la notion de charrette, elle est vraiment dans cette notion qui est liée au doute, c'est-à-dire de savoir à un moment donné aller au bout d'un projet, au bout d'une idée, et d'essayer ensuite de la concrétiser. Voilà. Donc c'est le temps de la concrétisation. Mais ça peut se faire sans jamais travailler de nuit, en travaillant dans les agences. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'agences, alors peut-être pas toutes, mais il y a beaucoup d'agences qui travaillent 35 heures, et c'est respecté. Et les charrettes se font quand même. C'est-à-dire qu'on arrive à finir le projet. Quand je dis charrette, c'est le temps de la concrétisation. C'est de rendre l'idée à un moment donné, on se dit, voilà, cet état-là, on va le mettre en forme. Voilà. Ce n'est pas l'état final, il sera peut-être final qu'à la phase suivante, mais on le concrétise. Et c'est ce temps-là qui est la charrette. Donc, quand on parle de cette charrette du mois de septembre, c'est ce temps un peu particulier, c'est pour symboliser ce temps un peu particulier dans la vie de l'école, où pendant un mois, on travaille à la concrétisation de projets de fin d'études. Alors oui, il faut essayer de trouver un autre terme, certainement. Il faut essayer de trouver un autre terme, parce qu'il y a un côté maintenant un peu désuet, et surtout, voilà, on y met trop de choses dessus, quoi. Voilà. Et sachant que je pense, et ça fait un certain nombre d'années qu'en tant qu'enseignant, on essayait de faire passer l'idée que charrette ne veut pas dire travailler la nuit, et travailler jour et nuit. Il y a aussi, à un moment donné, une sorte de phénomène de groupe qui fait que voilà, on est valeureux si on a effacé sa nuit blanche. Et ça, c'est pas... Voilà, je pense qu'effectivement, ça, il faut l'oublier. C'est très important. Donc, oui, il faut trouver un autre nom, mais il est tellement inscrit dans ce temps de charrette, est tellement inscrit. C'est plus seulement pour les architectes. Ben oui. Oui. Beaucoup de professions utilisent ce terme. Oui, oui. Donc, on va très convaincu de ce que vous avez dit, et on écoute énormément de travail. En plus, en disant, finalement, si le nom doit, par des contraintes extérieures, changer de nom, oui. Si en plus ça pourrait avoir une anecdote de l'école, de l'histoire de l'école, et de ce sort long pour nous. Faisant. Le faisant. À un moment donné, quand la HMO a été mise en place, nous, ça nous avait un peu énervé, parce que de fait, ça nous obligeait à rajouter une année. On était en 4 ans, ça nous obligeait à rajouter une année, donc passer à 5 ans. Et les écoles d'architecture qui étaient à l'époque en 7 ans
venait d'être transformé en 5 ans. Donc d'un coup, voilà. Donc on était très fâchés contre la HMO, et on s'était dit, ben, nous, on ne va pas faire la HMO comme les autres, on va considérer que nos périodes de charrette s'appellent stage professionnel intégré, voilà, puisque c'est un moment presque professionnel. Alors, c'est pas tout à fait vrai, en fait. Hein, on l'a vite vu que c'était un peu bancal, quand même. Mais il y avait cette notion d'essayer de l'appeler autrement et de se dire, voilà, c'était plus une sorte de période de test professionnel intégré. Bon, c'est pas très sexy, hein, comme nom, ça. Non, mais le plus bel exercice, c'était quand même de se laisser enfermer dans l'école. Maintenant, il y a quelques caméras qui prennent. Ouais. C'est pas possible. Mais non, c'est idiot, ça. C'est idiot, c'est ça. Il y a une anecdote de ma période qui restait très célèbre par un certain nombre de lycéens. La période de charrette étant aussi la période de la migration, entre guillemets, on va utiliser un autre mot pour faire une ségrégation primaire. Et les architectes étaient rendez-vous contre l'intégration souhaitée ingénieur, assez durement. Il existait sur la tournure de la cathédrale un barreau manquant à 1 mètre du sol, et donc un certain nombre d'étudiants en architecture, dont certains ici que je ne citerai pas, ont fait l'ascension de la flèche juste en haut de la flèche, et jusqu'au plan terminal, de manière totalement illégale. Tout le monde était à peu près assuré de finir au poste, mais voilà, passer la nuit au poste, mais de revenir à l'école le lendemain matin, ça faisait une nuit, quelques heures, tout certains se sont fait avoir par c'est ça. L'école, c'est la santé. Non, il est plus possible de passer par ça. Non. Parce que est-ce qu'il y a d'autres questions? On va conclure alors et vous remercier chaleureusement pour cette conférence à 3.